situation un petit peu schizophrénique puisque je présente les intervenants et le prochain intervenant, c'est moi. Donc je ne vais pas tomber dans ce défaut. Sachez simplement que je voudrais que le technicien me permette de passer. Ben voilà, on y est. Hein. Donc vous voyez ma bobine quand j'avais quelques années de moins, pour être tout à fait honnête avec vous. Et l'objet de ma présentation, eh bien, ce sera de répondre à la question de savoir si la promotion du sport est à la fois une démarche de solidarité internationale et d'échanges équilibrés au niveau sportif. Alors pour ce faire, eh bien, je voudrais diviser ma présentation en 4 points successifs. Le sport est politique, même s'il se veut ou se dit apolitique. L'autonomie du mouvement olympique, et vous verrez que je serai assez nuancé sur la question d'autonomie. La notion de diplomatie douce et de Jeux olympiques, les Jeux olympiques étant un événement emblématique. Et finalement, et ce sera une réponse ou en tout cas une complémentarité avec l'intervention de Colin, les initiatives actuelles de l'Union européenne, la solidarité internationale pour des échanges équilibrés. Donc dans le titre, rappelez-vous, c'était « égal » et moi j'ai remplacé « égal » par « pour ». Alors, ah oui, que se passe-t-il là ? Il passe... oui, j'ai fait quelque chose. Voilà, super. Ouais, tout à fait, j'ai mal poussé. Donc oui, bien évidemment, le sport est politique, même s'il se veut ou s'il se dit apolitique. Et Jacques de France disait « La politique de l'apolitisme vise à protéger l'autonomie du sport ». Et comme vous le savez, les manifestations de politique ou de l'apolitique dans le sport sont fort nombreuses. Soit vous aimez les images, vous regardez à droite, soit vous aimez le texte, vous regardez à gauche. Mais je crois que l'image de Tommy Smith et de John Carlos au jeu de 1968 vous montre bien que nous sommes dans la politique. Et les attitudes des coureurs de Formule 1, des joueurs de football dans Black Lives Matter sur le bord des terrains le montre également. Et donc, le petit texte qui est à côté ne fait que donner un tout petit peu de corps aux deux images, mais je pense que les images parlent par elles-mêmes. Et donc, bien clairement, oui, le sport est politique, même s'il se veut ou se dit apolitique. Et d'ailleurs, l'idéologisation des pratiques sportives, elle est bien connue, que ce soit la création des clubs par les partis politiques au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. Dans beaucoup de villes en Belgique, par exemple, vous aviez le club socialiste, le club catholique et le club libéral de football, qui finissent par fusionner parce que pour des raisons financières, ils ne peuvent plus tenir le coup, mais c'était la réalité à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Pascal Boniface, qui dit « L'équipe nationale n'est donc pas le simple résultat de la création d'un État, elle aide souvent à forger la nation, et je peux vous assurer que pour avoir été régulièrement au cours des 10 dernières années au Kosovo, au Monténégro et en Macédoine du Nord, vous le vivez de très très près. » Et enfin, une prise de position un petit peu très radicale de Christian Bromberger, que vous connaissez bien. Hein. Le sport de compétition n'est pas seulement la religion de la mondialisation avec ses temples, ses cérémonies, sa liturgie, son clergé et ses fidèles, ses évangélistes, son inquisition et ses martyrs. Il est aussi une vitrine ouverte sur l'avenir radieux du capitalisme planétaire. Les choses étant bien évidemment à mettre en perspective. Et je n'ai pas pu m'empêcher, puisque je venais vous rencontrer, de mettre l'équipe de France en avant, puisqu'elle a encore une fois humilié la Belgique, hein, et Brigitte Macron, qui se sent très très bien au milieu des footballeurs. Ceci étant dit, mais oui, le sport est politique, et les caricatures que vous avez ici, et qui touchent toutes au sport et à la politique française le montre, à commencer par la plus célèbre d'entre elles, en haut à gauche, qui est le général de Gaulle, qui au lendemain des Jeux Olympiques de Rome, si je ne m'abuse, est en training et dit « dans ce pays, je dois tout faire ». Parce que la débâcle française aux Jeux Olympiques de Rome avait été assez fantastique. Donc ne me dites pas, si le général s'occupait des Jeux Olympiques, c'est que c'était important. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ou en tout cas, Jacques Faisan le lui a prêté. Alors ceci étant dit, l'autonomie du mouvement olympique, et quand Colin en parlait tout à l'heure, me revenait à la tête l'exemple que je donne à mes étudiants. L'autonomie du mouvement olympique, elle est exactement l'autonomie que vous avez dans votre voiture.
À savoir que vous prenez votre voiture pour aller d'un point A à un point B et vous choisissez la route que vous allez suivre. Mais sur la route que vous allez suivre, vous répondez aux injonctions du code de la route. Eh bien, c'est exactement ça l'autonomie du mouvement sportif. On a une forme d'autonomie sur la réglementation sportive, mais cette autonomie sur la réglementation sportive, selon le bon principe de la subrogation des droits, est soumise aux droits qui s'imposent à tous. Alors, Jacob étant juriste, je vais quand même être prudent, parce que moi, ou très proche du droit, moi je ne suis pas juriste, mais il est tout à fait évident que quand les fédérations, qu'elles soient nationales ou internationales, émettent des règlements, il est de moins en moins probable qu'elles puissent se mettre en contradiction aujourd'hui avec le droit général. Donc l'autonomie du mouvement sportif, particulièrement sur les 2 points que j'ai mis en gras, la solidarité et le développement, les relations équilibrées avec les gouvernements, tout en préservant l'autonomie, elle est quand même drôlement bien cadrée, même si parfois les choses dérapent. Alors là, j'ai été un tout petit peu vite. On a parlé, il y a quelques minutes, de l'agenda 2020 du Comité international olympique, qui était en fait le manifeste de Thomas Bach quand il a été candidat à la présidence du CIO. Ce manifeste qui est ensuite devenu le programme du CIO. Et comme Thomas Bach vient d'être réélu pour 4 années, eh bien, ce manifeste 2020 ou 2020 est devenu 2020 plus 5, avec un certain nombre de recommandations. J'en ai cité 2. Le renfort au soutien apporté aux réfugiés et aux populations déplacées, et aller à la rencontre de nouveaux publics au-delà de la communauté olympique, qui, de la part du Comité international olympique, sont des actes politiques. Et rappelez-vous ma petite intervention ce matin sur le rôle de Thomas Bach dans le rapprochement entre les 2 Corées à l'occasion des Jeux olympiques de Pyeongchang. Mais si ça, ce n'est pas un acte de politique et un acte de politique étatique, je ne sais pas ce que c'est un acte de politique étatique. Diplomatie douce et Jeux olympiques, entre parenthèses, j'ai mis soft diplomacy ou soft power, parce que tout ça, ce sont des synonymes. J'ai essayé de remettre en avant 2 concepts théoriques. Une première définition qui dit la diplomatie sportive est l'usage conscient, régulier et stratégique du sport, des sportifs et des événements sportifs par des acteurs sportifs, étatiques ou non, en vue de développer, d'alimenter ou de créer une image favorable auprès de publics étrangers ou d'organisations, en vue d'orienter leur perception d'une façon qu'elle soit plus réceptive et porteuse des objectifs portés par le pays émetteur. Mais ceux d'entre vous qui se frottent à la diplomatie publique retrouvent là-dedans une définition qui est extrêmement proche de ce qu'est la diplomatie publique. La grande différence, c'est l'outil qui est utilisé, et l'outil qui est le sport. Et d'ailleurs, quand on parle de diplomatie sportive, on transforme souvent le vocable diplomatie sportive en diplomatie par le sport ou diplomatie du sport. Alors, on n'est pas dans de la casuistique jésuite, mais la diplomatie par le sport, elle est étatique. La diplomatie du sport, elle est sans doute celle qui relève davantage du soft power qu'on évoquait. Et avec ma collègue espagnole Carmen González, dans une présentation qu'on avait faite ensemble, on avait sorti ce petit schéma pour synthétiser les choses. Le sport et la diplomatie peuvent être une association valorisante. Par le biais assez classique des événements sportifs internationaux comme lieu de communication, c'est vrai, et avec les Pandora Papers, j'en suis pas trop fier, mais c'est vrai que lors des Jeux olympiques de Pékin, j'ai discuté avec Tony Blair comme si je le connaissais depuis 40 ans, alors que je le rencontrais pour la première fois. Parce que la cérémonie d'ouverture des Jeux et le drink après est un moment de convivialité tout à fait particulier où on a laissé les bodyguards au vestiaire et donc on peut discuter avec les gens. Les stades comme lieu de rencontre des nations, eh bien, et c'est malheureux que Laurence n'est plus dans la pièce, mais à la veille du match France-Belgique en Nations Cup de la semaine dernière, bien funeste, enfin pour nous, pas pour vous, eh bien, on s'était retrouvés sur la grande place de Bruxelles avec l'ambassadrice de France et on portait tous un t-shirt qui était pour moitié le drapeau belge et pour moitié le drapeau français. Et c'était une volonté de Madame l'ambassadrice de France en Belgique de dire, ben voilà, il y a de la sympathie entre nos 2 pays. Et bien sûr qu'il y a de la sympathie entre nos 2 pays, c'est évident.
Et puis vous avez évidemment les étoiles du sport comme ambassadeurs de bonne volonté, que ce soit Roger Federer, Novak Djokovic, Nafi Thiam en Belgique, Kylian Mbappé en France, qui acceptent de jouer un rôle sociétal. Et j'en oublie, probablement. Et enfin, vous avez la diplomatie par le sport pour tous, qu'en anglais on a appelé la grassroots sports diplomacy, c'est-à-dire de rapprocher des jeunes de différents pays dans l'activité sportive pour favoriser l'interculturalité, le rassemblement et ainsi de suite. Je surveille l'heure parce que comme j'impose à mes collègues l'heure, je vais la respecter également. Et donc, quand on se pose la question de savoir si la promotion du sport représente à la fois un échange équilibré de solidarité internationale, on revient à un moment donné sur cette phrase de Nelson Mandela que Carole a très bien cadrée dans le contexte du rugby tout à l'heure. Nelson Mandela qui disait « Le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique, il peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir, il est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières raciales ». Ce brave monsieur Mandela savait évidemment de quoi il parlait, mais vous allez voir que je vais un tout petit peu transformer le texte de Mandela à la fin de ma présentation. Hop, j'ai de nouveau fait la même chose, mais là je crois que je vais pouvoir corriger moi-même. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin du chef. Ah oui, ne réponds pas. Je suis désolé, j'ai des trop gros doigts. Voilà. Attends, voilà, OK. On y est. Alors, vous voyez, là, j'ai simplement, pour le plaisir, rassemblé un certain nombre d'images qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître. David Cameron qui joue au tennis de table avec des petits Chinois. Plutôt que de prendre Nixon ou Henry Kissinger, j'ai pris David Cameron. L'équipe de hockey féminine aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, l'équipe des deux Corées, avec évidemment dans le bas à gauche les inévitables et inénarrables pom-pom girls de la Corée du Nord. Vous imaginez la Corée du Nord qui a des pom-pom girls, c'est totalement inimaginable à première analyse. Les deux ministres coréens avec Thomas Bach, et évidemment, M. Sepp Blatter et l'ayatollah chef de l'État d'Iran, dont le nom m'échappe, qui échangent un drapeau de la FIFA, parce qu'enfin, l'Iran se dit que peut-être il serait temps d'autoriser les dames à assister à des matchs de football. Vous imaginez où on en est. Alors, les outils de la diplomatie douce se situent évidemment entre diplomatie publique et diplomatie culturelle. Je ne vais pas vous refaire l'article parce que je viens de me concerter avec notre organisateur en chef et on a convenu que si vous le souhaitiez, ceux d'entre nous qui avaient fait des présentations PowerPoint les mettaient à votre disposition en PDF. Donc, je ne vais pas vous faire le coup de lire les slides. C'est la première chose qu'on dit aux profs, il ne faut jamais faire ça. D'accord? Alors, ceci étant posé, ça me permet évidemment d'avancer vers les initiatives actuelles de l'Union européenne. Y a-t-il solidarité internationale pour des échanges équilibrés? Alors, je ne vais pas reprendre toute la généalogie de la diplomatie sportive dans les politiques européennes. Colin les a largement évoquées. Je vais évidemment passer un moment sur le High Level Group on Sports Diplomacy. Pourquoi? Eh bien, parce que quand le commissaire Tibor Navracsics l'avait mis en place, il avait, lui, l'ambition de mettre en place une diplomatie par le sport pour l'Union européenne. Et donc, j'avais eu le privilège non seulement d'être membre de ce groupe, mais d'en être le rapporteur avec une personne que je respecte beaucoup, qui est Valérie Fournéron. Et on s'est très bien amusé à nous deux à rédiger ce rapport. Et j'ai découvert en Madame Fournéron une personne extrêmement agréable qui est restée une amie depuis lors. Les conclusions du Conseil sur la diplomatie sportive durant la présidence slovaque de l'Union européenne en 2016, ce sont les Slovaques qui ont mis, je vais dire, quasiment les premiers réellement la question de la diplomatie sportive à l'agenda. Et par un raccourci très rapide, je dirais qu'en 2021, la présidence portugaise a remis la diplomatie sportive à l'agenda également. Et Carole et moi, on a été faire un petit tour à Lisbonne, tout juste en sortant du Covid. Donc vous voyez qu'on a pris des risques, parce qu'après, 15 jours après, ils refermaient tout au Portugal.
J'étais à distance, mais c'était, vous savez, aussi extrêmement intéressant de le voir depuis ma chambre. Mais... Et donc, on avait sorti 2 rapports. Un rapport qui était le rapport du High Level Group on Sports Diplomacy et un rapport qui portait justement sur la diplomatie sportive au niveau du sport pour tous, le Grassroots Diplomacy, montrant qu'il y avait moyen. Et c'est peut-être un élément que Colin n'a pas souligné, mais qui est pertinent parce que le grassroots level, le niveau du sport pour tous, est sans doute plus efficace que le niveau du sport de haut niveau à ce niveau-là. Et donc, les recommandations qu'on avait formulées étaient de 3 ordres, et je vais vous les épargner, ne vous inquiétez pas. Le premier ordre, c'était des recommandations qui portaient sur les relations extérieures de l'Union européenne. Alors, les relations extérieures de l'Union européenne, ça commence aux frontières de l'Union européenne. Et ce que l'on appelle pour le moment les Western Balkans, donc le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et l'Albanie, sont des pays avec lesquels on travaille très étroitement pour le moment. Le deuxième domaine était la promotion des valeurs de l'Union européenne dans le contexte des événements sportifs majeurs et la responsabilité de l'Union européenne dans ce domaine. Et à la fois Colin et dans une certaine mesure Jacob les ont évoqués, et le développement d'une culture organisationnelle de la diplomatie sportive, et c'est certainement, à mes yeux, un des points faibles du contexte actuel. Alors je vous avais dit que j'allais vous épargner les recommandations, j'en ai simplement reprises 3 ou 4 dans chacun des domaines, et en fait, ce qui est très amusant, c'est que Colin et moi ne nous sommes pas concertés sur nos présentations, et tu avais superbement anticipé les recommandations qui sont là et qui sont finalement celles qui, de mon point de vue, sont les plus pertinentes par rapport à nos préoccupations. Vous êtes des clubs universitaires, vous êtes proches des milieux de l'éducation, et en tant que milieu éducatif, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, nous avons un rôle à jouer à ce niveau-là dans la formation de nos jeunes. Je vous épargne la lecture détaillée de ces recommandations, puisque la présentation sera à votre disposition. Et je pense, et j'approche de ma conclusion, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de bonnes pratiques qui sont en cours. Tu as évoqué, Colin, les projets Erasmus, et Erasmus+, en particulier. Vous devez savoir que dans les projets Erasmus+, il y a un volet sport extrêmement important, dont le budget a été doublé pour l'exercice 2022. C'est quand même un signal positif. J'ai pris l'exemple du travail dans les Balkans de l'Union européenne utilisant le sport à des projets de fin de réconciliation. Je ne vais pas prêcher pour ma propre chapelle, mais je mène actuellement dans une organisation dont je suis responsable un programme de formation pour administrateurs sportifs au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Albanie et au Monténégro, où on a 40 jeunes administrateurs que nous sommes en train de former en 1 an, c'est-à-dire normalement en 3 sessions d'1 semaine, mais avec le Covid, la première a été une session en ligne. J'évoque également, et vous allez comprendre pourquoi, l'Australie et sa diplomatie du sport 2030. Alors vous allez me dire, depuis quand l'Australie fait-elle partie de l'Union européenne? Rassurez-vous, ce n'est pas demain la veille. Mais l'Australie a développé une politique extrêmement pertinente de collaboration avec les pays d'Océanie en matière de diplomatie sportive. Et si ça vous intéresse, vous tapez Sports Diplomacy 2030 dans Google et vous tombez sur leur programme tout de suite. Et enfin, la diplomatie par le sport pour tous, avec une organisation que Carole et moi connaissons bien, ISCA, qui est une organisation danoise, enfin d'origine danoise, et qui travaille très très largement là-dessus. Et je ne pouvais pas taire un numéro de la revue Sport et Citoyenneté qui a été consacré à la diplomatie sportive européenne, Colin l'a en main, et dans lequel il y a plusieurs personnes qui sont dans cette salle, qui sont intervenues et qui ont publié quelques textes. Alors, je vous avais dit que j'allais transformer le discours inspirant de Mandela. Vous avez la version Mandela à gauche, vous avez la version Stuart Murray et Thierry Zins à droite. La diplomatie sportive a le pouvoir de changer certaines choses dans le monde. En fournissant des concepts et une direction stratégique, elle a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport parle à tous,
aux nations, les nations européennes versus l'Union européenne, aux nations et aux organisations sportives dans un langage qu'ils comprennent. Et je pense qu'à certains moments, le sport a le pouvoir d'être un tout petit peu plus puissant que simplement les gouvernements. Et ceci n'est pas une attitude populiste à l'égard des gouvernements. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Donc, en guise de conclusion, le sport n'est quasi jamais le point de départ d'un processus. Il n'est le plus souvent qu'un élément d'un processus plus large. Néanmoins, le sport peut aider à la réalisation d'objectifs, particulièrement en termes de diplomatie nationale douce. Il peut aussi être utilisé comme un outil pour manifester un désaccord. On a parlé des boycotts, tu as parlé des boycotts tout à l'heure. Le sport peut-il faire la différence? Oui, mais le plus souvent dans la société civile. Les événements sportifs, bien évidemment, et les 2 jours de réunion jusqu'à présent l'ont montré, dépendent fortement des événements géopolitiques. C'est une évidence, ça l'est devenu en tout cas. Cérémonie de clôture des Jeux de Pyeongchang. Et si vous avez envie... Ah, il a supprimé le slide que j'avais mis. J'avais mis une carte de visite. Si vous aviez envie de me contacter, vous aviez mes données. Mais voilà, RGPD, à mon avis, il a retiré tout ça. C'est ma photo, oui. Voilà, alors il paraît que le modérateur doit inviter les participants à poser leurs questions s'ils en ont envie. Donc je demande au modérateur de vous demander si vous avez des questions. Thierry, je voudrais juste compléter et confirmer effectivement ce que tu as proposé. Si quelqu'un veut disposer des diapositives qui ont été présentées donc, cet après-midi, il n'y a qu'à faire la demande avec le mail que vous avez reçu de l'organisation, là, de l'UNCU, et on vous renverra tout de suite effectivement ces diaporamas. Je rappelle également que tout ce qui est dit ici fait l'objet d'une publication qui sera diffusée, mais c'est vrai qu'il faut quelques mois, le temps d'imprimer tout ça, de le relire, de mettre en page, de le diffuser. Mais si vous êtes pressé, on le renverra par retour de mail sans souci. Et on s'est entendu pour que vous receviez les présentations en PDF. Voilà. Autre question? Commentaire? Ou bien vous êtes assommé? Ça va? Merci, madame. Tu dis quoi? Ah, d'accord. Non. J'ai trouvé, Thierry, que ta conclusion est équilibrée parce qu'elle montre les... tu peux y revenir dessus, d'ailleurs, voilà. C'est bien parce que ça cadre les choses, ça les nuance aussi. Et il peut y avoir des effets adverses également. On n'est pas dans quelque chose de monolithique, de stéréotypé. Donc, voilà, je me permets de le dire avec franchise.